Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons comme toujours avec le décryptage de l'actualité et ce jour nous parlons du Kenya où la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée pour corruption. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, soupçonnée d'enrichissement personnel illégal, Philomena Mbete Mouilou, la vice-présidente de la Cour suprême kenyane, a été arrêtée mardi 28 août. C'est le procureur en chef du pays qui a fait l'annonce. Cette décision historique, cette décision d'arrêter la vice-présidente de la Cour suprême intervient alors que cette dernière est accusée de corruption. Alors, Mamadou Diouf, d'abord, est-ce qu'il faut placer cette décision simplement sous le couvert de la lutte contre la corruption? Ce sera certainement l'idéal, parce que quand on arrête la vice-présidente d'une Cour suprême, il faut avoir certainement des éléments avérés pour pouvoir faire une telle chose. Et il serait préférable que le Kenya, qui avait donné quand même un exemple intéressant avec cette même Cour suprême, continue à donner le bon exemple au lieu de faire des pas en arrière pour ce qui est de l'indépendance de son institution judiciaire. Alors justement, ça veut dire que le lien entre la décision qu'avait rendue cette même Cour il y a quelques mois et cette décision d'arrêter la vice-présidente, le lien est vite fait. Le lien est vite fait, mais soyons encore prudents parce qu'il est vrai que le président Uhuru Kenyatta avait, quand la Cour a annulé les premiers tours des élections de façon assez spectaculaire quand même, surtout pour un ancien président de la République, attaquer directement la Cour au point même de leur dire pratiquement on va vous régler les comptes. Oui. Parce que c'était pratiquement ça, s'il faut dire ce qu'il avait dit en français facile. Maintenant, est-ce que c'est ce règlement des comptes qui est là? Est-ce que c'est le président actuel qui n'a toujours pas digéré le fait qu'on ait annulé le premier tour des élections, qui est en train de chercher à régler des comptes à cette dame qui avait participé à l'annulation de ces élections? Ce n'est pas évident, puisque le procureur Nourdine, qui a fait la déclaration, dit clairement qu'il n'y a aucune relation entre l'arrestation de la vice-présidente et la déclaration du président de la République. Il dit clairement qu'eux, ils ne travaillent qu'avec de maintenir l'indépendance de la justice au niveau du Kenya. Espérons que c'est lui qui va avoir raison, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour tout le Kenya. Alors, mais quand on décide quand même d'arrêter la vice-présidence de la plus haute juridiction du pays, c'est qu'on a des faisceaux d'indices qui concordent. C'est ce qu'il dit en tout cas, puisque il ne faut pas oublier que la vice-présidente n'est pas moins juriste que celui qui l'a arrêté. Oui. À la limite, elle est en mesure de se défendre toute seule sans avoir besoin d'un avocat. Donc quand on arrête une telle personnalité, on doit très certainement avoir des faits qui sont suffisamment, à la limite, étayés avant de poser un tel acte. Et c'est ce que dit le procureur. Mais il ne faut pas oublier que la vice-présidente n'est pas restée les bras croisés. Elle a payé une caution, ce qui lui a permis de retrouver sa liberté, au lieu de rester arrêtée. Mais mieux, elle a introduit un recours au niveau de la haute cour pour demander l'annulation de la procédure. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est également dans l'appareil judiciaire. Elle sait elle aussi comment utiliser les instruments du droit pour retrouver, j'allais dire, son droit s'il se trouve qu'elle considère qu'elle n'a pas tort par rapport aux accusations qui sont faites contre elle. Alors, si on l'arrête, est-ce qu'il faut comprendre qu'au Kenya, même quand on est en fonction, ces personnes, ces magistrats ne sont pas protégés par une certaine immunité? Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire dans tous les pays. Pourquoi protéger les uns et puis laisser les autres? Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la justice pour tous? Non. Je crois que quand une personne est en situation de responsabilité, il est normal qu'on trouve à la personne une certaine couverture. Mais il faudrait bien qu'on comprenne que la couverture n'a pas pour but de donner la liberté à cette personne de faire ce qu'elle veut, mais de permettre à la personne de bien faire son travail. Maintenant, aucune de ces couvertures ne doit empêcher à la justice, quand cela est nécessaire, de pouvoir interpeller, arrêter
ou entendre cette personne, quel que soit le statut de la personne. Et dans tous les pays démocratiques, c'est comme ça que ça se fait. Tu peux avoir une immunité parlementaire, tu peux avoir tout un ensemble de choses, mais devant certaines situations, s'il y a lieu, cette immunité est levée, parce qu'après tout, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens, pour que la justice puisse faire son travail. À l'issue du travail de la justice, maintenant, on saura s'il y a culpabilité ou pas. Donc, pour moi, c'est une bonne chose si le procureur trouve qu'ils ont des éléments permettant de poursuivre la vice-présidente, que cela soit fait et que cela puisse servir d'exemple en Afrique où pourtant tous nos appareils judiciaires sont à la limite qualifiés d'appareils de corruption presque dans tous les pays africains. Si le Kenya peut donner l'exemple pour que l'Afrique sorte de cette corruption sur le plan de la justice, mais ce serait une très bonne chose. Alors, on veut bien lutter contre la corruption, mais est-ce que déjà le Kenya a commencé par donner des exemples en la matière, ou c'est une grande première? En fait, le Kenya a commencé à donner des exemples parce que quand le président a été réélu, sans pour autant que ça soit nécessairement lié avec cette affaire de la vice-présidente, parmi ce qu'il avait dit, c'est qu'il va lutter de façon implacable contre la corruption. On vient de l'arrêter elle, mais d'autres ont été arrêtés avant elle. Le seul problème, c'est qu'elle, son cas est particulier parce qu'elle faisait partie de la Cour qui avait supprimé les élections. Pour d'autres personnes, on n'a pas parlé de manipulation ou de quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie kenyane a eu un certain dynamisme, et ce dynamisme est en train d'être plombé par la corruption, par les pots de vin. Et c'est les propos que le président de la République avait tenus en disant qu'il va lutter contre la corruption. Et dans ce cadre, d'autres personnes ont été arrêtées. Si c'est vraiment une lutte contre la corruption, ce n'est pas dirigé vers la vice-présidente, tout simplement à cause de ce qu'elle avait fait au moment des élections, mais il faut applaudir avec les deux mains, parce que la corruption doit être combattue, quel que soit le pays. Et en ce qui concerne la vice-présidente, on l'accuse d'avoir profité de sa fonction pour s'enrichir, en fait d'avoir monnayé un certain nombre de services contre de l'argent. Est-ce que celui qui poursuit a des éléments qui l'étayent, où on est encore aujourd'hui dans les soupçons? On a l'éternel problème avec la justice quand on veut discuter des dossiers en justice. Ils nous disent toujours l'institution est secrète. C'est-à-dire la personne détient un certain nombre d'informations, mais elle ne donne pas les informations. Elle dit tout simplement sur la base de la loi une telle, sur la base de tel fait, sur la base de telle chose, nous arrêtons telle personne. Mais concrètement, qu'est-ce qui est à leur disposition? Pour le moment, eux-mêmes ne l'ont pas rendu public, donc nous ne le savons pas. Mais je me dis qu'ils ne vont pas faire tout ce tapage. La presse internationale a pris ce dossier. Ils ne vont pas oser faire toutes ces déclarations alors qu'ils ont un dossier qui est complètement vide. Parce qu'en ce moment, quand le procès se fera, ou même quand le procès ne se fera pas, parce qu'on dira qu'il n'y a pas raison à faire procès, mais leur coup d'information leur retombera sur la tête. Et ça ne sera pas du tout une très bonne chose, particulièrement pour le procureur qui est sorti lui-même faire cette déclaration concernant l'arrestation de la vice-présidente. En ce qui concerne en tout cas la vice-présidente, on a l'impression qu'elle semble être dans l'œil du cyclone depuis, puisque au moment des élections, même son garde du corps a été tué. Oui, son garde du corps a été tué, ça avait créé un flou qui, il faut le dire, n'a pas été élucidé jusqu'à présent. Parce que le fait qu'on ait tué son garde du corps a fait qu'elle n'est pas allée à la Cour suprême. Oui. Alors que la Cour suprême avait une rencontre et tout le monde s'attendait à ce que cette rencontre de la Cour suprême reporte le deuxième tour des élections. Son absence, l'assassinat de son chauffeur, a fait que d'autres membres de la Cour suprême ne se sont pas présentés. Il n'y a pas eu de réunion de la Cour suprême ce jour-là. Et à cause de l'absence de cette réunion, la date des élections du second tour a été maintenue. Bon, que dire par rapport à une telle chose? Est-ce que c'est simplement une coïncidence? Ou bien est-ce que c'était ça l'objectif? Faire en sorte que la Cour ne se réunisse pas pour que les élections aient lieu, que les élections ne soient pas reportées. Il n'y a pas d'élément aujourd'hui concret permettant d'affirmer dans un sens ou dans un autre, mais l'interrogation est là parce que le fait qu'on ait tué son chauffeur a fait que les élections n'ont pas été reportées comme tout le monde s'y attendait. Qu'est-ce que le président de la Cour suprême même, est-ce qu'il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? On ne l'a pas encore entendu. Le procureur a simplement dit qu'il a saisi le président de la Cour suprême avant d'arrêter
la vice-présidente. Donc, il l'a informé avant d'informer le public de l'arrestation. Pour le moment, on n'a pas encore sa réaction. Alors, on est quand même dans des faits de corruption qui sont quand même très difficiles à prouver, là. Mais ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils ont, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec le matériel informatique, beaucoup de gens ont été piégés sur ces questions de corruption. Soit simple par un enregistrement audio, tout court, qui peut être fait aujourd'hui par tellement d'instruments qu'on peut enregistrer une personne à tout moment. D'autres ont été filmés avec des caméras cachées. Il faut se rappeler ce qui s'est passé avec la Fédération de football du Ghana, le Nigeria, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Comme j'ai dit, avec leur secret de l'instruction, comme ils le disent à chaque fois, ils ne l'ont pas dit. Maintenant, s'ils n'ont pas d'éléments concrets, effectivement, de façon générale, quelqu'un qui est dans la corruption, à plus forte raison, elle qui est juriste, qui est au niveau de la Cour suprême, si elle doit tremper dans la corruption, le minimum, c'est qu'elle fasse en sorte que personne ne puisse retracer la chose. Mais comme on dit, même le meilleur des voleurs, le plus grand des voleurs ne peut pas effacer également toutes les traces. Quand la justice fait son travail, il y a souvent des éléments qui permettent de pouvoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Attendons de voir qu'est-ce que le procureur va dire encore, parce que pour le moment, il n'est pas allé à l'intérieur du dossier. Il a juste parlé de l'arrestation en le justifiant par la corruption. On a donc une chasse à l'homme contre la corruption au Kenya. Jusqu'à quel point la corruption est un danger pour ce pays? En fait, la corruption est un danger pour tous les pays. Parce que quand on parle de corruption, il faut regarder ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui s'est passé au Mali, où la corruption au niveau des armées a fait que les armées de ces pays ont fui, puisque c'est ça la réalité devant les terroristes. Pourquoi? Parce que l'argent qui était destiné à acheter des armes n'a pas été utilisé pour acheter des armes. Sur le plan économique, regardez nos routes. On aime se plaindre des colons, mais ils ont laissé dans nos pays des routes sur lesquelles les gens ont roulé parfois pendant 50 ans et la route est toujours là. Nous, en 50 ans d'indépendance, il y a des routes qu'on a reconstruites pratiquement 10 fois. La raison, c'est que l'argent qui était destiné à la route n'est pas allé totalement à la route. Donc, de façon générale, quand on laisse la corruption rentrer dans un pays, l'effort des populations en termes de taxes, d'impôts, qui a été récupéré pour faire une infrastructure à l'usage des populations, cette infrastructure, si elle devait durer 50 ans, elle risque de durer 5 ans. On va reprendre encore de l'argent pour refaire la même infrastructure. Quand on veut se développer, on met les briques les unes sur les autres. On ne met pas les briques les unes à la place des autres. Alors qu'avec la corruption, on a un éternel recommencement de choses qui devaient être faites une bonne fois pour toutes ou bien une bonne fois pour 100 ans. Et tous les 5 ans, on est en train de les recommencer, alors que tout le monde sait que nos pays n'ont pas suffisamment de ressources. Et au niveau des rapports de transparence internationale, est-ce que la perception de la corruption au niveau du Kenya, est-ce que le pays a une bonne notation? Non, ils font partie des pays qui sont épinglés. C'est vrai qu'ils ne sont pas au bas de l'échelle, mais ils font quand même partie des pays qui sont épinglés. Ils ne font pas partie des meilleurs comme le Rwanda, le Botswana, etc. Mais même cette question de perception, il faut bien comprendre le travail de Transparency. On le reproche souvent. Le travail de Transparency touche le plus souvent la petite corruption. Parce que quand on rencontre les populations, la personne va te dire ce que j'ai rencontré à l'hôpital, le gendarme que j'ai rencontré au bord de la route, le policier, etc. C'est plutôt la petite corruption. Sur la grosse corruption, ce n'est pas avec Transparency. Souvent, c'est avec les journalistes qui font de l'investigation. On a souvent des révélations sur des scandales à coups de milliards qui se font avec la mise en place des infrastructures, les détournements d'argent, de vivres, etc. Mais sur le continent où on a un climat politique qui est assez délétère, est-ce que la lutte contre la corruption n'est pas aussi en même temps une arme de règlement de compte politique? Mais malheureusement, ça allait parfois. Ça allait parfois, puisque, il faut le dire clairement, on a dit à des gens, je connais tes dossiers, le gars était très chaud, il attaquait, il s'est tué. On a dit à d'autres, viens nous rejoindre, ou non, sinon on publie tes dossiers. La personne a changé de camp sans que personne ne comprenne pourquoi la personne du jour au lendemain a changé de camp. Il dénonçait tout le temps le président de la République. Aujourd'hui, c'est le plus grand défenseur du président de la République. Souvent,
malheureusement, c'est ça. On a des dossiers sur la personne, et la personne, sachant ce qu'elle a fait elle-même, elle sait que si ce dossier-là part au tribunal, les carottes sont totalement cuites. Donc souvent, la personne préfère se soumettre. Donc c'est également une façon d'agir sur une personne en lui disant, bon, j'ai ton dossier en main, si tu veux, comme disait un président, je dépose le coude dessus, si tu veux, je transmets. Maintenant, c'est à toi de savoir comment faire. C'est une forme de corruption parce que même quand on n'indique pas à la personne ce qu'elle doit faire, le message est très bien perçu. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et après on retrouve l'invité de ce jour.